Mesdames et messieurs, bienvenue à Info Matin, suivant les titres. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 23 novembre 2022, reçue par les anciens occupants du site pilote du projet de sédentarisation des ruminants procéaires à Gogounou. Sur le terrain, différents acteurs concernés sont soulagés d'une telle décision, qu'ils saluent d'ailleurs. Les citoyens électeurs vont se rendre aux urnes le 8 janvier prochain pour élire leurs représentants pour le compte de la 9e législature. Ce scrutin, comparativement au précédent, verra compétir 7 partis politiques, 3 de l'opposition contre 4 de la mouvance. Quelles sont les forces et faiblesses de ces partis en lice? Quid du taux de participation à ce scrutin? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, ouverture ce samedi 26 novembre 2022 de la 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, Festival MIA. Ce grand rendez-vous musical qui se tient du 26 novembre au 3 décembre 2022 vise à célébrer et à révéler les talents musicaux des artistes. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue au Carrefour Sainte-Cécile de Cotonou. Bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre. La décision d'indemniser les anciens occupants du site pilote du projet de sédentarisation des ruminants procéaires à Gogounou, issu du dernier Conseil des ministres, celui du mercredi 23 novembre 2022, a égayé plus d'un. Sur le terrain, différents acteurs concernés sont soulagés. Léon Bâton-Hérault et Maker Kakbo sont allés à leur rencontre à Gogounou. Suivant. C'est ici le site de plus de 1200 hectares à Dougoulaye, dans la commune de Gogounou, réservé au projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, en abrégé PROCER. Site pilote dont les anciens occupants seront indemnisés bientôt. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres du mercredi 23 novembre dernier et c'est à cœur joie que les acteurs concernés ont accueilli la nouvelle. C'est nous qui habitions le site pilote du projet. On était tous en colère parce qu'on nous a désinstallés de notre maison. On a cherché à comprendre, mais rien. Même les agriculteurs qui étaient là et qui refusaient de quitter depuis qu'ils ont appris que le gouvernement a pris la décision d'indemniser les occupants de l'espace, tous viennent me demander c'est quand leur remboursement. Aujourd'hui, il n'y a plus de pâturage. Il faut que les animaux soient sur place. Pour cette décision, nous rendons grâce à Dieu. Et remercions également le président Patrice Talon et tout son gouvernement. Du côté des autorités communales et responsables d'associations professionnelles d'éleveurs, c'est aussi un grand soulagement. C'est une joie qui m'anime, parce que je dirais une joie. Nous avons compris combien de fois ce gouvernement-là se soucie de la population. Parce que ces personnes qui vivent sur ce site-là, on se disait est-ce qu'ils seront dédommagés. Mais voilà, à partir du mercredi passé, nous avons compris que c'est une réalité parce que le Conseil des ministres a adopté l'indemnisation de ces personnes affectées par la sédentarisation des éleveurs au niveau de Dougoulaye. Vu la situation du pastoralisme, vraiment, c'est une très belle idée que nous éleveurs, on a intérêt à apprécier. On avait des soucis à dire vraiment comment s'en sortir avec la prise de cette parcelle-là. C'est-à-dire on disait que c'était confisqué par l'État. Mais avec le temps, nous avons su que vraiment l'État est en train de faire de bonnes œuvres à l'endroit des éleveurs. À travers le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, le gouvernement actuel entend assurer la bonne cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, mais aussi booster la filière élevage et améliorer sa contribution au développement. S'il n'y a pas de transhumance, s'il n'y a pas de pâturage naturel, je pense qu'il n'y aura pas de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Vous savez, la commune de Gogounou, c'est une commune qui profite beaucoup de l'élevage. Et avec la sédentarisation, je pense que nos marchés à bétail seront mieux animés et ça va permettre à la commune de se faire de recettes et on ira au développement de nos communes. Le PROCER, lancé le 23 décembre 2021 ici même à Gogounou, emploiera environ 35 milliards pour une durée de 5 ans sur tous les sites retenus au Bénin.
À la séance plénière du mercredi dernier, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, les députés ont procédé à l'actualisation de la loi sur le crédit bail en République du Bénin en la rendant adéquate avec la loi uniforme relative au crédit bail de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 24 juin 2016. Émeric Okupeli. Le projet de loi uniforme relatif au crédit bail, adopté le 24 juin 2016 par l'Union monétaire ouest-africaine et qui consiste en la location assortie d'une option d'achat de biens à usage professionnel, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est un instrument adapté pour le financement des entreprises, notamment les petites et moyennes, éprouvant des difficultés à fournir les garanties pour l'obtention du crédit bail classique. L'article 2 du projet de loi uniforme prévoit que les États doivent prendre des dispositions nécessaires pour son insertion dans leur ordre juridique interne. Pour répondre à cet impératif, le Bénin s'est doté de la loi numéro 217-2 du 3 mai 2017 relatif au crédit bail en République du Bénin. Ce test à la pratique comporte certaines insuffisances qui méritent d'être corrigées. Le crédit bail ne suppose pas de mettre en garantie des biens immeubles. Non, c'est justement un peu pour éviter tout ça que cette loi est votée, pour faciliter l'usage donc des biens meubles et immeubles par des entreprises petites et moyennes. Pour être parlé terre à terre, un jeune qui s'investit et qui commence par s'insérer, ouvre une entreprise, il peut aller voir une banque qui va lui mettre à disposition un local pour son activité, qui peut lui mettre à disposition une voiture pour son activité, moyennant des paiements à tempérament pour pouvoir solder ce bien. C'est de ça qu'il s'agit de façon concrète. Dès qu'il donne quelques garanties de ce qu'il est soldable, la banque peut lui mettre à disposition tout de suite et maintenant une voiture, peut lui mettre à disposition un immeuble avec des options d'achat et autres. Par ailleurs, les députés ont également examiné le projet de loi fixant le régime juridique de bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Les citoyens électeurs vont se rendre aux urnes le 8 janvier prochain pour élire leurs représentants pour la 9e législature. Ce scrutin, comparativement au précédent, va compétir 7 partis politiques, 3 de l'opposition contre 4 de la mouvance. Quelles sont les forces et faiblesses de ces partis en lice? Guide du code de participation à ce scrutin, élément de réponse dans ce magazine signé Moucharaf Soumano, Émeric Okupeli est présenté par Jeannot Dopeyon. Au soir du jeudi 2 mai 2019, c'était officiel. Avec 27,12% annoncé par la Cour constitutionnelle à l'issue des législatives, le Bénin enregistre son plus faible taux de participation à une élection. Le Bloc républicain et l'Union progressiste, seuls partis en lice, s'arrogent respectivement 36 et 47 des 83 sièges du Parlement. 4 ans après, le nombre de partis en lice pour les mêmes enjeux grimpe considérablement, passant de 2 à 7. 4 partis de la mouvance et 3 se réclament de l'opposition. Une situation qui peut donner un regain de volonté aux populations d'exercer leurs devoirs civiques. Bien sûr, on peut d'emblée penser qu'il puisse y avoir un certain engouement populaire pour les enjeux électoraux prochains, les élections législatives, du fait que des partis d'opposition se retrouvent représentés et être en faction également pour participer à ces joutes électorales. Oui, incontestablement par rapport, en tout cas, à l'élection passée de 2019, il va sans dire que l'offre est déjà plus élargie. Vous avez dans chaque camp une pluralité d'offres, ce qui indique que ça devrait pouvoir couvrir un large spectre de la population électorale du Bénin. Au regard de l'enjeu déterminant de ces élections, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte quant au choix d'une liste au détriment d'une autre. Chaque parti politique a présenté 218 candidats, 109 titulaires, 109 suppléants. Donc c'est à la fois les couleurs du parti, la notoriété du parti, l'estime du parti, mais également les personnes qui portent le parti. Donc les gens vont regarder à la fois les personnes et les partis. Donc il revient aux partis politiques et aux candidats en lice de rendre leur offre électorale suffisamment
explicite, attrayante, suffisamment motivante pour que l'électeur se donne la peine de vouloir les soutenir, de vouloir qu'ils le représentent et au finish à l'Assemblée nationale. C'est ce mandat qui va préparer 2026. C'est un parlement de transition. Il faut de grandes factures de personnalités politiques. Donc il faut des personnalités fortes à l'Assemblée nationale. Les partis politiques qui n'ont pas eu des candidats forts vont peut-être regretter après. La participation de 3 partis de l'opposition contre 4 de la mouvance à ces élections redistribue toutes les cartes. En effet, les partis de la mouvance présidentielle sont contraints de repenser leur stratégie pour ne pas faire piètre figure à l'issue de ces joutes électorales. Et ceux de la mouvance doivent trouver des arguments à même de convaincre les électeurs. La tâche s'annonce bien complexe au regard du contexte politique. Pour le moment, aucun parti ne peut dire qu'il est meilleur plus que l'autre. C'est un match. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant pour le moment. Au niveau des états-majors, chacun réfléchit sur cette question. Personne ne dit « je suis la mouvance, j'ai déjà gagné ». Et personne ne dit « je suis de l'opposition, j'ai déjà gagné ». Non. Chacun est en train de mettre ses stratégies en place. Il appartient à chaque parti, de gouvernement comme d'opposition, de faire en sorte que la mise soit transformée, de faire en sorte que dans la mobilisation sociale, son offre, son projet, en tout cas ses idéaux typiques politiques soient défendus et bien défendus et pour faire la différence. C'est un défi pour tout un chacun. Il ne faut pas penser, il ne faut pas que ceux qui ont pu obtenir ces 10% par le passé, pour ne pas les nommer, les 2 grands blocs UP, le Renouveau et Bloc républicain, et croient qu'ils auront parti gagné. Forcément, ils vont devoir partager le gâteau avec les autres. Ils vont devoir aller à une compétition plus ouverte, plus disputée. Et non seulement entre eux, mais avec des concurrents de leur famille politique, de leur tendance politique, si je puis m'exprimer ainsi. Beaucoup pensent que les jeux étaient pliés, que c'est... Non, non, non. En 2019, j'ai dit, il n'y a pas de compétition. Et puis, les électeurs de 2019, ce n'est pas les mêmes qui seront là en 2023. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont plus de 18 ans et plus, donc qui sont les nouveaux électeurs. Donc, les cartes sont complètement à jouer. Oui, il y aura guerre entre guillemets, guerre pacifique, entre frères de la même grande famille, de la même collectivité opposition, mais il y aura surtout un combat entre l'opposition et la majorité présidentielle. D'autant que le statut de chef de file de l'opposition va être en jeu au-delà des 10% qui sont le minimum requis pour tout le monde. Il y a encore d'autres places de choix qui vont se dessiner, qui vont se décider à l'occasion selon le score réalisé par chacun. Il est clair que pour avoir part au gâteau, il faut remplir les conditions. Les 10% deviennent donc un impératif. Nous avons 100% à diviser par 7. D'accord? Si on peut s'amuser comme ça. Okay? Donc, si tous les partis ont 10%, ok, tous les partis auront des députés à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On regarde aussi la configuration géographique, géosociologique, stratégique des positionnements. Et on peut aussi voir, considérer, je dirais, l'ancienneté des partis, l'ancienneté des logos, la force de l'argument, les offres politiques qui sont faites. C'est tout ça qui joue en faveur des partis politiques pour le choix des électeurs. Il y aura des partis politiques qui n'en ont pas 10%, d'autres en auront. Mais on verra au soir du 8 janvier 2023 déjà, on va commencer à entendre les couleurs et une semaine après, je crois, maximum 10 jours après, et la Sénat et la Cour constitutionnelle vont trancher. Et pendant qu'on se mobilise dans un coin, il faut songer à ce que la loi électorale exige désormais que tout parti politique qui veut prétendre au partage des sièges recueille 10% au moins des suffrages sur l'ensemble du territoire national. Donc il ne suffira pas de faire le plein dans ce qu'on croit être son fief ou dans des zones d'influence et de s'en remettre simplement à ces résultats pour espérer s'en sortir. Donc c'est tout un travail de créativité, de mobilisation et finalement, pour tout dire, d'ingéniosité.
Tous les regards sont donc tournés vers les deux plus grands partis de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Parviendront-ils à rééditer leur exploit passé en s'imposant comme les plus importantes formations du paysage politique béninois? La participation des partis de l'opposition, en l'occurrence les démocrates, inversera-t-elle la tendance? Qui sont ceux qui peuvent franchir la barrière des 10%? Autant d'interrogations qui trouveront leur réponse au soir du 8 janvier 2023. Mais une chose est certaine, ces élections sont des occasions rêvées pour taire le sempiternel débat sur le poids politique de chaque parti politique. C'est dire donc que les législatives de 2023 sont un grand test pour révéler au public ce que chaque formation politique en liste vaut réellement. La 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, Festival MIA, a démarré ce samedi 26 novembre 2022. Ce grand rendez-vous musical qui se tient jusqu'au 3 décembre 2022 vise à célébrer et à révéler les talents musicaux. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue au Carrefour Sainte-Cécile de Cotonou. Mouchara Soumanou et Melvina Chabi. C'est parti pour une semaine de mouvements et animations traditionnelles. Le coup d'envoi de la 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique est donné ce samedi 26 novembre 2022 au Carrefour Sainte-Cécile de Cotonou en présence d'un public acquis à la cause de l'événement. Du 26 novembre au 3 décembre 2022, les populations de Cotonou et environ vont vibrer au rythme des prestations de divers artistes et groupes folkloriques. Le tout dans un objectif qui s'étend au-delà du côté divertissement. Le Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique a pour objectif de mettre en compétition les orchestres qui sont inscrits et qui vont passer sur cette scène pour compétir dans 4 catégories. La catégorie meilleur pianiste, meilleur percussionniste, meilleur bassiste et la catégorie meilleure composition 100% live. À l'issue de cette compétition, les lauréats de chaque catégorie vont partir avec un trophée. Et le trophée, comme vous le savez, est la récompense de l'effort. Et notre parti pris au niveau du festival MIA, c'est de faire comprendre aux instrumentistes de travailler leur instrument et de faire carrière pour que demain, nous puissions valoriser nos identités culturelles parce que la musique assistée à l'ordinateur commence par prendre le dessus et nous éloigne de nos sources. Après 2 années d'absence liées à la pandémie du coronavirus, le Festival MIA, qui est à sa 7e édition, compte rendre un hommage bien mérité à 2 icônes de la musique africaine, Wally Badarou et Manu Gallo. Un choix qui prouve à suffisance le grand défi relevé dans l'organisation de cette édition. Après 2 ans d'hibernation, nous voici encore sur le chemin de la promotion des talents instrumentistes du continent. Cette édition reste pour nous un autre défi, car il s'agit d'une reprise d'activité au moment où tous les voyants des partenaires et sponsors sont au rouge. Mais la magie de la folie et de la détermination nous maintient encore à l'œuvre. Que chacun tire alors grand profit de ce projet qui sera perpétuel et durable grâce à Dieu Tout-Puissant et le partenaire technique et financier à qui j'adresse mes sincères sentiments de gratitude et de reconnaissance. Faut-il le rappeler, le Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique se positionne comme un creuset de rencontres, d'échanges, d'opportunités et de promotion pour tous les acteurs de la filière musicale. Bonne chance à tous les instrumentistes compétiteurs du festival MIA. Pour assurer leur suivi, les éléphants sauvages migrent sur de longues distances en quête de nourriture et d'eau. Cependant, leur déplacement empiète parfois sur les établissements humains, ce qui gêne parfois les villageois et les agriculteurs locaux. C'est pourquoi l'écologiste espagnol Ahimsa et ses collègues chinois de la Chine des solutions pour une coexistence plus harmonieuse. Reportage.
Dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, vit l'éléphant d'Asie. Le plus grand animal terrestre du continent, l'éléphant d'Asie est classé comme espèce en voie de disparition. Ahimsa est venu au Xishuangbanna en 2016 pour étudier le comportement des créatures et une meilleure façon pour les humains de coexister avec leurs voisins géants. Les éléphants sont vraiment protégés ici. Je pense donc que cela a conduit à une population croissante d'éléphants et qu'ils se développent au-delà de ces zones naturelles. L'écologiste espagnol pense que l'une des raisons de l'augmentation des conflits hommes-éléphants réside dans le succès de la Chine dans la conservation des forêts. Au cours de la dernière décennie, 1 arbre sur 4 a été planté en Chine. La superficie croissante des forêts signifie qu'il y aura moins de plantes herbacées comestibles pour les éléphants d'Asie. Alors, pour survivre, ils quitteront la forêt et entreront dans les zones de production et de vie des populations locales. Un tiers de notre pisciculture a été piétiné par les éléphants. Où est la pisciculture? À l'endroit où nous sommes allés tout à l'heure? Les caméras infrarouges sont des outils importants pour surveiller les éléphants. Nous installons des caméras le long des itinéraires qu'ils fréquentent. Une fois que nos caméras infrarouges ont capturé des images d'éléphants, en 10 à 15 secondes, nous envoyons les informations au village proche de l'endroit où ils ont été repérés. Nous devons nous assurer que les informations sont envoyées aux populations locales rapidement et avec précision pour éviter les rencontres avec les éléphants et minimiser les blessures et les décès qu'ils causent. La Chine est pionnière en termes de technologie, notamment dans ce type de télécommunication. Je pense donc que, dans ce sens, nous avons accès à des outils technologiques qui ne sont pas disponibles ailleurs. Si nous sommes capables de développer des outils qui fonctionnent ici, que ce soit sur le plan technologique, politique ou institutionnel, ce genre de leçon peut être transféré dans d'autres pays. C'est ainsi que prend fin Info Matin. Le réveil matin se poursuit. Je reçois Mouchara Soumanou pour Infosport et Modeste Soutogbe pour Actu sur la toile. Dans un instant.